Salut à tous ceux qui sont là, j'espère que vous allez bien, oui ceux qui seront là parce que évidemment je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde quand il y a des défaites comme ça, des matchs un peu pourris, tout le monde disparaît. Donc pour ceux qui sont là, installez-vous bien, on va démarrer l'analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça nous a offert hier, sur un plateau, un exemple qu'on ne veut plus voir la saison prochaine. Évidemment, perso, je ne m'attendais pas à voir, je ne m'attends pas à voir autre chose en cette fin de saison. On se le dit entre quatre yeux les gars. On va pas s'attendre à ce qu'on ait une fin de saison magnifique, qu'on gagne des trucs, des manitas, des 4-0. Ça, cette histoire-là, elle est très lointaine pour nous. Je pense que maintenant, on s'est fait une raison là-dessus. Je pense qu'on va voir un Barça qui va avoir du mal jusqu'à la fin de la saison. On espère qu'on va confirmé et qu'on va gagner cette Liga. Évidemment, il faudrait gagner, je crois, les 4 prochains matchs. Il faut assurer les 4 matchs pour être champion. Je pense que c'est quelque chose qu'on est capable de faire quand même. Hein. On va pas abuser, mais voilà, on va pas s'attendre à prendre du plaisir dans les derniers matchs. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont disparaître, des supporters qui en ont marre de cette saison, qui sont à bout, qui n'ont plus envie plus de plaisir ou quoi. Ce que je peux comprendre, Moi, c'est pas ma vision du truc, mais je peux comprendre qu'il y en a qui en ont marre de voir ces matchs-là. C'est assez dégueulasse à regarder. Je vous avoue. Sachez que moi, je l'ai re-regardé le match ce matin pour faire l'analyse. Si vous imaginez la tristesse de la personne. Donc évidemment, il y aura quand même des matchs où on gagnera, peut-être des matchs où on fera des beaux matchs, des beaux scores, tout ça, mais peut-être que voilà, on jouera avec la manière. Mais dans tous les cas, l'équipe, elle est sur les rotules, frère, elle est à genoux. Physiquement, elle est en bout de course, c'est très compliqué pour nous. On le voit avec beaucoup d'équipes, de toute façon en Europe, qui ont démarré très fort et qui au final se font rattraper. Hein. Nos voisins d'Arsenal, cette équipe d'Arsenal qui est une équipe quand même, mine de rien, assez historiquement de perdants, sans vouloir être méchant, mais on le sait très bien, Arsenal, ils ont beaucoup de mal Ouais, c'est une balle perdue complète pour Arsenal. Mais bon, vous connaissez, ils ont démarré, voilà, tout le monde crie au génie pour Arteta, ce qui fait du très bon travail, Arteta, sauf que les gens, ils ont pas compris que tout ça prenait du temps et qu'il faut un effectif assez complet parce que quand tu démarres fort la saison, que tu essaies de jouer sur tous les tableaux, sur plusieurs tableaux, t'arrives en fin de saison, c'est un peu plus dur, un peu plus compliqué et là c'est ce qu'on voit avec beaucoup d'équipes, Naples aussi qui a un peu plus de mal en cette fin de saison et voilà, là on le voit, le Barça ils sont quand même sur les rotules, même si ça n'excuse pas tout, on voit quand même qu'il y a un niveau physique qui est quand même catastrophique. Donc on parlera en fin de saison quand même de la gestion de l'effectif qui n'a pas été bonne non plus, hein. Comme je l'ai dit, voilà, les joueurs sont fatigués mais il y a des raisons aussi qui sont des raisons de coaching pourquoi ils sont fatigués, autant voilà, la profondeur de banc aussi, on en parlera, la qualité de l'effectif et de la profondeur de banc, du coup tout ça on parlera un peu on fera un bilan de fin de saison. Ça. En attendant, on va parler du match, uniquement du match, hein, on va pas aller trop loin. Le Rayo nous a bouffé concrètement dans l'engagement, dans l'agressivité, dans peut-être l'envie, je sais pas, même si pour moi l'envie normalement elle est censée être là, mais en tout cas on s'est fait bouffer dans l'intensité et voilà, ils ont gagné leur match, tout simplement, ils ont mérité. Le Rayo cette saison quand même, contre nous, c'est un nul. Quand on a joué à domicile, le premier match de la saison, 0-0, on s'en souvient tous plus ou moins. Là, la défaite hier soir, donc chez eux, ils ont gagné contre le Real Madrid chez eux aussi, ils avaient gagné 3-2. Ils avaient fait un match nul, je crois, à domicile aussi contre l'Atlético Madrid, ils avaient perdu à Madrid, je crois. Donc voilà, il leur reste un match contre le Real, mais quand même c'est assez costaud. C'est la première fois, la deuxième fois, je crois, dans leur histoire, le Rayo, depuis, je sais pas, les années, frère, on n'était pas nés, mais que le Rayo arrive à gagner le Real et le Barça dans la même saison. C'est pas arrivé souvent, mais je crois que c'est la deuxième fois, donc c'est assez, c'est un exploit aussi de la part du Rayo. Bref, en tout cas, c'est une équipe qui aime bien jouer les gros cette saison. Ils ont gagné aussi contre Villarreal, ils ont gagné contre Séville, même si Séville se font une saison un peu compliquée. Mais voilà, ils ont fait des matchs nuls un match nul, je crois, contre Bilbao, des trucs comme ça. Ils ont fait des résultats contre les gros, donc ça sentait le match piège. Et voilà, on n'a pas réussi à être supérieur à eux à aucun moment dans le match. Et puis voilà, ça s'est vu au résultat. Hein. Xavi, il a raté son coup aussi. Il n'a pas forcément trouvé la solution. On n'avait pas, je sais pas si il avait la solution sur le banc, mais quand il a fait rentrer un peu quelques changements au milieu de terrain, ça allait mieux, donc peut-être qu'il aurait dû changer beaucoup plus tôt dans le match. Je pense qu'il aurait dû faire des changements dès la mi-temps, en fait, quand on a vu que ça marchait absolument pas, et qu'en plus de ça, on était mené au score. Moi, j'aurais changé au moins un joueur à la mi-temps, possible, même peut-être 2. Donc hier, on était obligé de jouer le long, parce qu'on n'arrivait pas à passer par le milieu. En fait, on avait un milieu assez... qui était à la rue, complet, le milieu était catastrophique hier. On n'arrivait pas à créer des circuits de passe par le milieu, et du coup, on jouait long, mais le problème, c'est qu'on avait tellement de déchets
technique. Notre gelon était digne des équipes les plus dégueulasses techniquement possibles à avoir joué. Donc c'est assez triste, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Donc on va démarrer avec l'analyse tout de suite, hein. On va commencer par parler du Rayo Vallecano. On peut pas dire qu'ils se sont fatigués à construire des actions pendant 3 heures, hein. La plupart du temps, ça passait par du gelon, des défenseurs aux ailiers ou alors sur l'attaquant. Ici, on voit le défenseur central jouer long. Le ballon est intercepté facilement. Mais le but n'est pas de trouver l'attaquant directement. Le but pour le Rayo, c'est pas d'aller chercher l'attaquant et que l'attaquant il aille claquer son but tout seul. Non, parce qu'il y a de très fortes chances que ça soit un peu plus compliqué pour lui, puisqu'il y a Ronald qui est en défense. Donc le but, c'est d'être agressif sur les seconds ballons, les fameux seconds ballons, chose que le Barça avait beaucoup de mal à faire hier, hein. On voit donc Alonso qui repousse le ballon et essaie de la donner à Frenkie, qui est pas loin de lui, mais tu vois le milieu du Rayo Vallecano qui est très agressif. Il a 2 doigts, avec l'aide d'ici, d'intercepter et de déclencher l'attaque, on va dire. Donc tu vois, cette fois-ci, Frenkie il a de la chance et peut garder le ballon. On verra que ce sera pas le cas sur le deuxième but du Rayo Vallecano, où pour le coup il se fait bouffer dans l'agressivité. Maintenant le Barça, aucune solution milieu, hein, comme je l'ai dit. Frenkie très excentré et pas vraiment à sa place non plus, j'ai envie de dire. Pedri qui fait signe à Ronald de patienter, il lui dit calma, calma. Tranquilo. Ronald doit, à mon avis, voir Ferran Torres, je pense, faire un appel dans la profondeur, il me semble, hein, on le voit pas trop, c'est un peu coupé, mais voilà, il essaie de jouer long, comme souvent hier, c'est imprécis et on repart à 0. Pas de patience, pas de solution par le milieu et beaucoup de déchets, voilà ce que ça donne. Autre chose qu'on a vu pas mal de fois hier, c'est Baldé, ou plutôt les problèmes dans son dos, hein. Situation a priori pas dangereuse, avec le défenseur central gauche qui a le ballon. Il va essayer de chercher ici sur une transversale, et là encore une fois, on va voir la hargne des joueurs du Rayo Vallecano qui était largement supérieure à la nôtre. Baldé est loin d'ici, je sais pas comment on le prononce. Il avait resserré un peu dans l'axe, assez logique, je dirais, même s'il n'y a pas de danger, vu qu'il n'y a personne. Bon, il aurait pu se coller un petit peu plus, mais bon, bref. Il y a largement le temps de contrôler, et on voit le latéral qui prend la profondeur comme un ouf. Beaucoup de hargne, d'agressivité, il y va, quoi. Et qu'est-ce qui se passe pour nous? Ferran fait signe à Baldé de prendre le latéral, de le suivre, qui prend la profondeur donc, et Baldé, lui, il dit l'inverse en fait. Il dit à Ferran de prendre le gars et de prendre le latéral qui part dans son dos, et lui il va prendre le gars. Donc du coup le latéral, lui, il a de l'espace après. C'est mal défendu de la part de Baldé, parce que pour moi c'est à lui de réagir rapidement. Ferran est en retard de base de toute façon, mais Baldé qui a de l'avance sur le latéral qui part en profondeur, il doit couvrir, et c'est à Ferran d'aller sur ici et d'essayer d'empêcher une probable passe. Mais au moins si Baldé il va sur le latéral, bah ici il a pas la solution de passe. Là c'est la passe tranquillement. Bref, encore une fois, même si l'action ne va pas plus loin, hein, une équipe qui ne se comprend pas, ni dans les phases défensives, ni dans les phases offensives. De toute façon, on dirait que les types ont jamais joué ensemble, et c'est assez étonnant ou assez triste. Sur cette séquence, on va voir à quel point ils nous ont bouffé avec un bon pressing. Frenkie descendait de plus en plus pour relancer, vu les problèmes qu'on avait à la relance. Problème de ça, c'est qu'il manquait du coup un mec au milieu, hein. Pedri devait aussi descendre pour aider, ce qui faisait soit descendre tout notre bloc, soit ça le coupait en deux. Donc on voit le Rayo qui presse très bien, Pedri est suivi alors que Gavi est serré de près aussi. Ici, resserre dans l'axe sans être très loin de Baldé, au cas où il y a une passe pour Baldé, bah, il pourra intercepter. L'attaquant plus très haut, là, le milieu offensif, je pense que c'est lui, viennent presser les défenseurs et Frenkie. L'ailier gauche est prêt à sauter sur Ronald dès qu'il aura le ballon. Koundé laissé tranquille vu qu'il ne représente visiblement aucun danger, hein. Les latéraux, gros problème d'utilisation des latéraux hier soir. Ferran et Lewandowski sont collés serrés, ils voulaient probablement faire un petit zouk ou je ne sais pas, un truc comme ça, petite représentation, c'est sympa. Donc là on n'a aucune solution dans l'axe parce qu'on a un giga espace entre Pedri et Ferran qui devrait redescendre un minimum pour aider à mon avis à la construction, mais il ne le fait pas. Nos latéraux sont excentrés mais impossible de les trouver parce que soit on n'arrive pas à jouer long, soit ils sont tout simplement trop loin. Bref, on se fait presser jusqu'au poteau de corner et finalement Araujo arrive à trouver Koundé qui joue un peu de l'épaule pour laisser le ballon filer. Gavi se retrouve seul parce que le joueur était monté sur Koundé du coup, et la brèche est trouvée. Gavi va chercher un appui dans l'axe, et là on voit Rafinha qui sans cesse cherche la profondeur. Le problème c'est que bah, ça nous oblige à jouer long, et des fois, frère, arrête de prendre la profondeur en fait, viens juste aider en soutien, tu vois, et essayer de demander la balle. Là c'est compliqué, il n'y a aucun soutien. Les milieux ont la balle, et toi tu pars à 40 mètres, et ça te fait les attaquants qui sont très hauts, et le milieu qui est très bas, et ça te fait une équipe coupée en deux, c'est pas bon. Et en plus, comme je l'ai dit, hier, on a tellement de déchets qu'on n'arrivait pas de toute façon à jouer long. Donc Pedri essaie de trouver Robert en une touche en profondeur, mais la puissance de sa passe est aussi puissante que ce que pourrait faire à mon avis ma grand-mère. Donc action terminée, et ça n'ira pas plus loin. L'action du premier but maintenant. Là je vous préviens, tout ce que je vais dire n'est qu'amour, ironie, sarcasme, humour, voilà, on va rigoler un petit peu, on va plaisanter, on va détendre un peu l'atmosphère, voilà. Parce que ce que je vais dire évidemment
bah, que beaucoup vont mal le prendre de toute façon, ou le prendre de travers, ou mal le comprendre, détourner les propos, comme d'habitude, c'est un grand classique, mais je vous fais confiance les amis, je vais vous confier ma pensée, et j'espère que vous allez la comprendre. Donc déjà, je précise que c'est en rien une critique, pas vraiment une critique, c'est plus un constat de traitement des joueurs, de la part de la communauté. Tu vas traiter un joueur d'une certaine façon, et traiter un autre joueur d'une autre façon, très différente. Maintenant que les avertissements ont été dits, passons à l'action. Donc au départ, Frenchie porte le ballon dans l'axe, Pedri est à ses côtés, et attire l'attention d'ici. Donc on voit un peu un double pivot cette fois-ci, alors que d'habitude on voyait quand même Frenchie très bas et Pedri d'un côté, mais une absence comme on l'a vu juste avant, une absence au milieu. Cette fois-ci, Ferran revient au milieu et demande le ballon. Donc enfin, on trouve un angle de passe et on a une solution pour développer une action intéressante. Ferran se rue vers l'attaque et comme d'hab ne se comprend pas avec Robert. Hein. Je pense que Ferran là, il cherche un point d'appui, alors que Robert demande lui le ballon dans la profondeur. Donc la passe est ratée, hein, complètement interceptée. Le Rayo va pouvoir contre-attaquer tranquillement. Donc ici, il vient demander le ballon sur le côté et regardez qui se trouve là à presser. C'est notre magnifique 6. C'est Frenchie. Il a donc délaissé l'axe pour venir presser et empêcher une relance trop rapide. Sachez que je n'ai aucun problème avec ça parce que si on regarde bien, c'est la bonne solution. Baldé est monté très haut, donc il est plus derrière. Pedri est plein axe trop loin donc, et bref, Frenchie était là et donc il vient presser, c'est plutôt normal. Maintenant, imaginez juste si c'était Busquets à la place de Frenchie. Je sais ce que vous allez me dire, voilà, et comme je l'ai dit avant, ce n'est pas pour critiquer Frenchie ou pour défendre Busquets, rien à voir avec ça. Ça, passons ça. Sortez-vous ça de la tête, ça va vous faire du bien. Ma remarque, c'est juste pour que certains réfléchissent à leur façon de traiter certains joueurs. Dites-vous que Busquets a reçu quand même énormément de critiques cette saison quand il venait presser haut et qu'il délaissait sa position de numéro 6. On entendait partout dire ce n'est pas normal, regardez, le 6 ne doit pas se retrouver à cette hauteur pour presser, c'est pas normal qu'il délaisse là parce que et après ça on encaisse un but et c'est exactement la même situation. Exactement. Donc maintenant, quand on regarde hier, Frenchie n'a reçu absolument aucune critique sur les réseaux. Quand je dis réseau, je parle de Twitter évidemment. Donc pour moi, peu importe le joueur en fait, s'il faut aller presser, bah faut qu'il le fasse, ce que fait Frenchie, et pour moi la chose à faire d'ailleurs. Mais cette remarque, c'est juste pour le kiff. S'il y en a, il y a pas de raison, qu'on se marre pas un petit peu déjà, mais il y en a qui critiquent très facilement Busquets quand il fait ce genre d'action, mais quand c'est Frenchie, on n'a plus aucune critique. Donc les gars, soyons assez honnêtes avec nous-mêmes et arrêtons les bêtises. Donc on accélère et on voit Ferran qui fait n'importe quoi, hein, et qui laisse le gars dans son dos complètement seul. Alonso qui laisse un espace à l'attaquant pour qu'il ait le temps de contrôler, mais même avec ça, il n'arrive pas à bien contrôler le ballon. Gavi qui est dans sa propre caricature, j'ai envie de dire, qui préfère aller défoncer le joueur plutôt que prendre le ballon, tout simplement. Il a le temps d'aller essayer de shooter dans le ballon, mais à la place, il va juste en fait essayer d'aller défoncer le joueur. Ce n'est pas normal, tu as un cerveau, Gavi, tu es doté normalement d'un cerveau, ce n'est pas normal de faire ça. Alors, plein axe, voilà, et Pedri qui n'a pas les jambes vraiment pour revenir, on le sent dans son dos, il y a un mec qui aurait pu être dangereux, mais il fait pas vraiment l'appel. Mais alors laisse un trou béant dans l'axe, personne pour couvrir l'axe donc en l'absence de Frenchie, personne pour attaquer le porteur non plus. Gavi et Pedri qui font leur course du même côté, c'est-à-dire là où il y a le moins de joueurs. Pas normal. Koundé qui vient resserrer l'axe avec ses copains alors que tout le monde est déjà dans l'axe en fait, et qu'il y a qu'un seul mec à marquer, il est de son côté en fait, aucun sens. Et pour finir, le Rayo qui prend sa chance et qui fusille Ter Stegen tranquillement. 3 adversaires en face, hein. Je sais même pas si le mec à gauche c'est, je pense que c'est un attaquant, on va dire 3 attaquants du Rayo. Nos 4 défenseurs en défense, plus 2 milieux, mais personne pour intervenir. C'est ce qu'on appelle une master chiasse. Autre séquence magnifique, Frenchie encore une fois descend entre les deux défenseurs pour aider à la relance, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, la relance c'était très compliqué pour les défenseurs hier. C'est bien, mais ça marche mieux quand tu utilises tes latéraux, c'est ça le problème. Quand tu as ton 6 qui descend entre les défenseurs, que les défenseurs écartent, il faut que les latéraux prennent l'aile, et montent dans le couloir. Et le problème c'est qu'il faut les utiliser aussi, il faut les utiliser. Parce que s'ils montent dans le couloir mais que personne les marque parce qu'en fait ils sont inutilisés ou inutilisables, parce qu'ils sont trop mauvais ou ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit, là il y a un problème. Donc autre problème, voilà, Frenchie descend, Pedri prend le côté droit et on a un trou gigantesque au milieu, hein. Ferran a pas l'air de s'en soucier et Gavi commence un peu à revenir dans l'espace pour prendre un peu l'espace quoi. Ferran devrait à ce moment-là prendre plus ou moins la position de Gavi, mais non, il reste plutôt dans l'axe. Là il y a plusieurs solutions qui s'offrent à Frenchie, du coup soit il la donne à Ferran qui est plein axe et qui peut être servi, qui va servir Pedri en fait, vu qu'il est pressé par les deux Ferran, donc il peut servir Pedri, ce qu'on appelle d'ailleurs le jeu de position. Soit il sert Lewandowski et Robert après sert Baldé complètement seul dans le couloir, hein, parce que Baldé est complètement seul. Soit Frenchie revient en arrière, tourne un peu sur lui-même et sert par exemple Ronald qui est seul. Soit il sert Baldé
ce qui devrait pas être trop compliqué vu la qualité technique du joueur. Normalement, une petite balle piquée au-dessus de ici là, et Baldé est seul dans le couloir. Malheureusement, comme souvent hier, beaucoup de déchets, que ce soit Frenkie, Pedri, Araujo, Gavi, qui vous voulez, de toute façon, peu importe, il n'y a pas de tel joueur, il a été mauvais, ils ont tous été mauvais. Énormément de déchets techniques. Quand t'as autant de déchets, t'es pas foutu de construire une seule action, et c'est catastrophique. Donc le deuxième but vient d'une touche, chose assez rare quand même. On voit notre milieu qui est absent encore une fois, hein. Il y a personne au milieu. Frenkie était très bas, je sais pas vraiment, je m'en souviens plus ce qui se passe avant cette action, mais Frenkie est très bas. Pedri et Gavi sont un peu trop hauts, donc en fait ça te laisse un espace gigantesque au milieu. Frenkie perd son premier duel. À ce moment-là, on voit quand même Araujo derrière qui est complètement sur la gauche, à côté de Marcos Alonso en fait. Donc en fait, il y a un trou béant dans l'axe, frère, c'est violent. Rafinha stoppe sa course défensive et repart vers l'avant comme si il avait peut-être un excès de confiance pour Frenkie en fait. Il avait trop confiance en Frenkie, il pensait qu'il allait récupérer, donc il revient même pas pour potentiellement essayer de récupérer la balle, il part direct en attaque, fait un appel de balle. Étonnant, on n'a pas le ballon, mais pourquoi pas. Encore une fois, on est battu dans l'engagement et le Rayo met plus d'agressivité. Koundé ne couvre pas l'axe pour le coup. Tout à l'heure il a couvert l'axe alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Cette fois-ci il s'est dit il n'y a personne dans l'axe, c'est bon, je vais pas couvrir. Comme ça on est bien. Araujo ne sent pas le coup non plus venir et démarre beaucoup trop tard, il démarre 3 heures après et de toute façon c'est trop tard. Et ce gars-là qui est quand même le latéral gauche du Rayo Vallecano vient percer l'axe comme dans du beurre, hein. Il met le deuxième but de la soirée, un but digne de... Bah, il a réussi son face-à-face, hein. Lewandowski il avait eu un face-à-face avant, il a pas réussi. Le latéral gauche du Rayo Vallecano, lui il a un face-à-face, il le réussit. Catastrophique donc dans tous les domaines, hein, mais étonnant hier que la défense était au final pour une fois au niveau de l'équipe, c'est-à-dire plutôt médiocre. On finit avec la récompense, le petit bonbon, la gourmandise du soir, quelques changements de la part de Xavi, donc Baldé qui est passé à droite, Koundé dans l'axe, Eric qui a remplacé Frenkie, Pablo à la place de Gavi, Kessié qui a pris la place de Pedri, un tout nouveau milieu. Il lui a l'air finalement un peu plus entreprenant finalement, c'est un peu étonnant mais pourquoi pas. Rafinha vient presser le latéral et Garcia intercepte, incroyable, incroyable, on a découvert qu'on pouvait aussi intercepter des ballons. Sachez quand même pour la petite stat que les seuls milieux dans le match qui ont réussi à intercepter un ballon, c'est Pablo Torre et Eric Garcia. Eric Garcia qui n'est au final pas vraiment un milieu, hein, si on doit le rappeler. Bon, Rafinha perd le ballon, mais se bat pour le reprendre donc, et combine étonnamment bien avec Lewandowski dans les petits espaces, c'est assez beau ce qu'on voit là. Pablo est là en soutien et Lewandowski le sert, hein. Pablo avait un peu scanné aussi derrière lui pour voir qui y avait. Kessié a le ballon, maintenant il est proche de la surface et se dit pourquoi pas tirer, hein, parce qu'on a l'habitude d'attendre d'être à 50 cm des cages pour faire des frappes. Donc voilà, pourquoi pas tenter un peu sa chance, un peu de loin, en dehors de la surface, c'est incroyable, hein. Donc il tente, c'est contré, mais Robert est là pour soigner ses stats et vient claquer son petit but. La reprise elle est belle, hein, mais personne s'en souviendra vraiment je pense. Ce qui restera plus dans les mémoires, c'est qu'on a perdu contre le Rayo Vallecano, tout simplement. Bon, maintenant on va passer aux questions-réponses, questions que vous m'avez posées sur Instagram hier après le match. Il n'y a pas beaucoup de questions, hein. Ça va être assez rapide je pense. Il n'y a pas grand monde, tout le monde je sais pas, n'avait pas envie de participer. Et que voulez-vous après un résultat comme ça, c'est généralement le cas de toute façon. Première question qui n'est pas une question de Thomas qui dit le Real perd, on peut prendre plus d'avance mais on n'est pas capable de gagner. Ben non Thomas, ben non. C'est ce qu'on voit régulièrement, c'est ce qu'on a vu plusieurs fois cette saison. Le Real qui fait un mauvais résultat, nous derrière qui pouvons prendre de l'avance et on le fait pas. Est-ce que c'est un manque d'envie? Est-ce que c'est un problème de suffisance de se dire que bon ben on est tranquille, il n'y a pas la pression, on peut perdre le match, ça sera pas très grave. Eh ben non, abruti. S'ils perdent le match, il faut aller chercher les 3 points et mettre l'écart qu'il faut mettre, c'est tout. Il n'y a pas à calculer quoi que ce soit, il n'y a rien à calculer, il faut juste donner sa vie. Après, les joueurs ne peuvent pas donner leur vie sur le terrain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi un problème physique parce que là, Araujo, il nous a sorti un match dégueulasse. Quand même, physiquement, c'est dur pour lui. Koundé, c'est dur depuis la Coupe du Monde, on le sait. Robert Lewandowski, c'est dur depuis la Coupe du Monde, on le sait aussi. Pedri revient de blessure, Frenkie aussi. Ils sont pas du tout ils sont en manque de rythme total en fait, ils n'ont pas du tout de rythme. Gavi, il enchaîne 50 matchs par saison, on est en train de faire une Pedri numéro 2 de ce qu'on voyait la saison dernière. Il y en a beaucoup d'abonnés qui me l'ont dit, mais je suis d'accord avec ça. Mais d'un autre côté, je dis pas qu'on n'a pas trop le choix non plus, parce qu'il y a Kessié, il y a Pablo Torre, donc t'as le choix aussi de faire un peu des rotations. Tu ne choisis de ne pas le faire, ça te donne un milieu complètement cramé, qui ne peut pas résister à l'intensité qu'on a vu hier. Donc oui, manque de suffisance, manque de je sais pas quoi, de professionnalisme, mais en tout cas le Barça n'est pas foutu, quand le Real perd, de prendre de l'avance sur ses concurrents, et ça c'est
quand même assez triste. Ensuite, on a Mamsou qui dit ce milieu n'a jamais fonctionné sans Busquets. Erreur, Mamsou. Il faudrait voir ça dans la saison, mais ce milieu a fonctionné sans Busquets, c'est déjà arrivé. Après, est-ce que c'était contre des équipes qui mettaient autant d'intensité? Je ne sais pas. Mais on l'a vu il n'y a pas si longtemps, on va dire en début d'année, demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre le Betis Séville. Le milieu de terrain, c'était Frenkie, Pedri, Gavi, et ce milieu-là avait été magnifique. Sauf que la différence, c'est qu'on avait eu une défense centrale, Araujo, Koundé. En arrière-gauche, on avait Jordi Alba, qui dans les sorties de balles est quand même beaucoup plus intéressant que Baldé, qui n'est pas foutu de ressortir un ballon. Hein. J'adore Baldé, mais va falloir vraiment qu'il s'améliore dans ce domaine-là, parce que les passes en retrait, les manques de prise de risque, tout ça, c'est très compliqué. Donc Jordi Alba qui est quand même plus à l'aise dans les relances, et à droite on avait un vrai latéral droit, si on peut appeler ça comme ça, on avait Sergi Roberto, mais en tout cas, et en attaque on avait Rafinha, Dembélé, Lewandowski. Donc en tout cas ce qu'on avait vu, c'est un milieu qui avait marché sur le milieu du Betis, en tout cas surtout en première mi-temps, je crois. Si mes souvenirs sont bons, on avait fait une première mi-temps magnifique avec ce milieu là, sauf que ce milieu là ils avaient du rythme, ils étaient dans un bon moment, donc ça avait très bien marché, ça il n'y a pas de problème. Est-ce que le Betis avait mis autant d'intensité et d'agressivité que le Rayo? Ça m'étonnerait aussi, mais voilà. Après il y avait eu le match aussi contre Villarreal, Frenkie était en 6 et on avait pareil une mi-temps seulement, je crois, on avait vraiment été au-dessus. Puis la deuxième mi-temps un peu plus compliqué, bon après avec des changements, le résultat qui était là, on avait gagné 3 ou 4-0 contre Villarreal, donc on leur avait marché dessus, on avait déjà peut-être 2 ou même 3-0 peut-être à la mi-temps, et en deuxième mi-temps on avait joué tranquille, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais on a déjà vu ce milieu qui marchait très bien. Là je pense que c'est dû quand même à un manque de rythme, on va pas cracher dans la soupe les amis. Je vais pas vous dire, ça serait quand même de la mauvaise foi je pense, de vous dire que ce milieu là je le trouve mauvais, juste sur un match comme ça qui est loupé. Non, je pense que ce match-là, c'est le résultat d'une équipe qui est à bout de souffle, comme je l'ai dit, plus de 2 joueurs quand même qui sont très importants, qui sont en manque de rythme. Donc on l'a vu, hein, franchement, Pedri hier, on l'a pas reconnu. Les pertes de balles qu'il fait, les passes manquées, tout ça. Normalement, Pedri il court partout, là, il était cramé. Frenkie, un peu pareil. Le problème, c'est le Frenkie, il redescendait vachement, il fallait qu'il remonte. Donc déjà qu'il est pas en rythme, mais en plus de ça, s'il doit faire des kilomètres, être en défense, être en attaque, être au milieu, être partout, c'est compliqué, donc ça n'aide pas. Donc voilà, après, est-ce que Frenkie est meilleur avec un mec comme Busquets? Quand je dis un mec comme Busquets, je parle pas précisément, spécialement de Busquets, même si c'est le cas, ou plutôt un 6 tout simplement, un mec qui reste un peu plus en défense et qui couvre cette zone-là de l'axe, pour que lui il se projette un peu plus, il a un peu plus de liberté. Oui, Frenkie est meilleur en double pivot, ce n'est pas nouveau. Les gens qui ne le comprennent pas ou qui ne sont pas d'accord avec ça, je ne vous comprends pas non plus. Frenkie, c'est son vrai poste, c'est ça. Il ne peut pas jouer seul en 6 en point de basse. Il peut le faire, je me reprends, il peut très bien le faire, mais son poste idéal, là où tu vas tirer le maximum de son potentiel, de ses qualités, c'est dans un double pivot, tout simplement. Ensuite, on a Yanis, grand fan de Rafinha, qui me demande, t'en as pensé quoi du match de Rafinha? Bah écoute, mitigé comme d'habitude, comme souvent, c'est pas le Rafinha qu'on a vu contre l'Atlético Madrid, je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais j'imagine que tu vas me dire que Rafinha était le meilleur sur le terrain et que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais en étant objectif un petit peu, comme je l'ai dit hier, Rafinha, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon début de match, qu'il avait fait des bons trucs et tout ça, parce que Rafinha, le truc qu'il a en plus, c'est la hargne et l'agressivité. Et au final, dans un match comme ça, où l'équipe d'en face, elle te montre de la hargne et de l'agressivité, bah, quand t'as un mec qui répond à ça, ben, il est un peu au-dessus des autres, tu vois. Parce que si le reste de l'équipe se fait marcher dessus, t'en as qu'un vraiment qui montre un peu ses baloches, quoi, et qui y va. Donc là, c'était le cas de Rafinha. Je trouve qu'il a mis l'agressivité qu'il fallait, même en fin de match, sur le but de Robert. Je l'ai montré tout à l'heure dans l'analyse. Il se bat pour récupérer, il perd le ballon, comme souvent, hein, il essaie de faire des passes à côté de lui, il perd le ballon, on va pas se mentir. Il y a du déchet chez Rafinha, mais il se bat après. Il a le truc en lui qui ne peut pas abandonner. Il se bat, il récupère le ballon qu'il a perdu, il combine bien avec Lewandowski, et au final, ça débouche sur un but, tout simplement. Donc ça, c'est le Rafinha de cette saison, on va dire. C'est-à-dire que dans le contenu, c'est compliqué. Il n'a pas montré grand chose dans le contenu, même s'il a donné un moment un caviar pour Lewandowski, hein, qui a tiré dans la tête du gardien là, qui a pas claqué son but. Donc Rafinha mitigé, mais j'ai trouvé qu'il a fait un bon début de match. Après, comme je l'ai dit, hein, tous les joueurs ont été vraiment mauvais. C'est compliqué pour Rafinha c'est pas lui qui va porter un match. Ce n'est pas Lionel Messi, ce n'est pas un joueur comme ça qui va te faire gagner un match à lui tout seul, Rafinha. Il a besoin de gars autour, comme beaucoup de joueurs dans l'équipe actuelle. Et voilà. Mais donc un peu mitigé.
mais pas catastrophique son match à Rafinha. Ensuite, on a Justin qui dit, est-ce que tu en veux à De Jong ou tu lui pardonnes tu lui pardonnes comme moi, genre. Tu veux m'influencer quand tu dis, est-ce que tu lui pardonnes comme moi je lui pardonne? Est-ce qu'on est ensemble, frère? Bien sûr que je lui pardonne à Frenchie, mais bien sûr, mon petit Frenchie, mon petit blondinet, ben bien sûr, il est tout mignon là, avec son petit visage d'ange là. Bah non, faut pas le gronder, Frenchie. Non, je lui en veux pas, Frenchie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je l'ai expliqué, pour moi, Frenchie, il est pas en rythme, donc c'est pas vraiment de sa faute, même s'il est fautif. Je dirais pas sur les 2 buts, mais sur le deuxième, quand même, assez fautif. Mais c'est pas le seul. Il y en a certains, si ça avait été Busquets, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils auraient dit il est fautif aussi sur le premier but. Moi, je trouve pas. Le problème là-dedans, c'est que quand t'as un collectif entier qui est à la rue, tu peux pas tout faire tout seul de toute façon. Donc Frenchie est un peu fautif, oui, sur les buts, mais c'est pas le seul. Araujo, il est complètement à l'ouest sur le deuxième but, et Koundé, il resserre pas dans l'axe non plus. Donc c'est le collectif. Cette défaite-là, cette humiliation, ce non-match, il est assez collectif. Ensuite, on a Ilian qui dit, Xavi dit qu'il fait 100% confiance à Alonso, mais ses performances 0 sur 10, t'en penses quoi? Je pense la même chose. Je pense que Marcos Alonso ne devrait pas rester là. Je pense que si on prolonge Marcos Alonso, ce serait bien de le vendre. Comme ça, on ramasse 1, 2, 3 millions, 5 millions, je sais pas, on le vend à n'importe qui. Mais je pense que Marcos Alonso, ça n'a aucun sens s'il reste au club. Ça n'a aucun sens. Si on fait venir Inigo Martinez, Marcos Alonso ne passera derrière dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Et latéral gauche, il est mauvais, en fait. Donc si t'as moyen d'aller chercher Grimaldo qui est libre en fin de saison, avoir un arrière gauche Grimaldo, Baldé, je préfère encore Jordi Alba que Marcos Alonso en arrière gauche, en fait. Donc ça n'a aucun sens pour moi. Après, les gars, il y a le discours, je vais finir vite fait avec ça. Le discours du coach, les amis, il y en a plein qui s'enflamment et qui disent ouais, Xavi dit n'importe quoi, il a dit qu'il a 100% confiance en Alonso. Les gars, c'est un coach, il va pas dire ce gars-là est une catastrophe, il est bidon, je vais le dégager, tu vois. Pas logique. Le coach va toujours soutenir ses joueurs, c'est assez normal, même si le joueur est mauvais, même s'il sort un mauvais match. Il y a des coachs qui vont te tomber sur les joueurs quand ils font des erreurs. On l'a vu quand même là, avant que Xavi arrive, avec des jeunes comme Nico, tout ça, qui avait sorti un mauvais match, et je sais plus quel coach, c'était un gros monsieur blond là, blond roux à moitié, il parlait bizarrement, Titi Tati ou je sais plus ce qu'il disait, et lui il tombait sur les jeunes, il mettait des jeunes et il tombait dessus après quand il faisait des mauvais matchs. Pas évident de faire ça, je pense que c'est pas la bonne chose quand t'es un coach, quand tu dois mener une équipe, je sais pas, que tes joueurs aient confiance en toi, tout ça. Donc tu soutiens toujours tes joueurs, c'est assez normal, même si tes joueurs sont bidons, ce qui est le cas avec Marcos Alonso. Ensuite on a Ndiaye qui dit Pedri a raté son match. Oui, Pedri a raté son match. Je vais pas trop déblatérer là-dessus non plus, sinon ça va être un peu long tout ça. Mais oui, Pedri pour moi est passé complètement à côté de son match pour le coup. Peut-être que c'est trop tôt pour qu'il démarre. Ensuite on a Bad Zone Young Line qui dit est-ce qu'il y a faute sur Gavi pour le premier but du Rayo? Non, je pense pas. C'est Gavi qui fait n'importe quoi, qui veut aller jouer au contact. Comme j'ai dit tout à l'heure dans l'analyse là, quand j'ai montré sur l'action, Gavi qui essaie d'aller défoncer le joueur au lieu de jouer le ballon. Pas logique et c'est assez normal. Y a pas faute. Ensuite Adam Alobos qui dit c'est quoi la principale cause de nos défaites contre le Rayo? Bon, notre défaite, on a fait un nul et une défaite. Principale cause, je sais pas. Là pour moi la principale cause, il peut pas y en avoir qu'une de toute façon, ça me paraît un peu bizarre. Après je vais sortir des raisons et il y en a qui vont venir clairement, hein, je le dis, m'emmerder hein, et me dire ouais tu défends machin. Non, il y en a qui confondent réflexion et je ne sais quoi et excuse. Parce que quand tu réfléchis, tu essaies de trouver des raisons, ils vont te dire tu trouves des excuses. Non, je réfléchis juste, j'essaie d'analyser le match les gars. Le but n'est pas de critiquer pour critiquer, ça n'a aucun sens. Donc la principale raison c'est peut-être le manque de rythme au milieu. On s'est fait bouffer au milieu de toute façon. Déjà on n'avait aucune solution, je l'ai montré dans l'analyse les gars, de toute façon on n'avait pas de solution, on n'arrivait pas à passer par le milieu parce que Ferran Torres était assez mauvais, il était un peu partout mais nulle part aussi. Gavi il est à bout de souffle à mon avis et ça serait bien qu'il aille faire un tour sur le banc. Pedri, Frenkie, ils étaient pas forcément en rythme, on avait un Pedri clairement en dessous, un Frenkie qui était un peu seul, qui était obligé de descendre en défense pour essayer de relancer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu descends entre les deux défenseurs centraux s'écartent et les latéraux doivent monter, mais les latéraux faut essayer de les trouver sur du gelon. Soit tu les trouves en gelon direct les latéraux, soit tu passes par l'intérieur, donc tu vas passer par Pedri ou Gavi. T'as une sorte de peut-être double pivot Gavi-Pedri, tu vois, à ce moment-là, si Frenkie descend entre les deux défenseurs, t'as un 3-2 et tu passes par tes milieux qui vont trouver ensuite les latéraux parce que le mec il va sortir sur le milieu de terrain, il va lâcher le latéral et le latéral il sera libre, tu vois. C'est des trucs assez logiques, sauf que à aucun moment on a réussi à faire ça. Et quand on jouait long, on n'a pas du tout de précision, énormément de déchets sur le jeu long. Donc en fait, on n'avait aucune solution. On avait des milieux qui étaient à bout de souffle dès le début du match. Et l'agressivité, l'intensité qu'a mis le Rayo Vallecano, qui est une des
des équipes qui en met le plus visiblement en Liga cette saison, eh ben ça nous a totalement bouffé et on n'a eu aucune solution en fait. Tout simplement. C'est triste, mais voilà, pour moi c'est ça un peu la principale raison. Ensuite on a Ayam Bacchus qui dit, y a-t-il une seule bonne raison de prolonger Marcos Alonso? Oui, de le vendre. Ensuite on a Joseph qui dit, on voit un énorme problème du côté gauche où Baldé est beaucoup trop esselé. C'est vrai, mais d'un autre côté, je pense qu'il joue mal le coup aussi. Je pense que Baldé, il a une mauvaise lecture de jeu et un mauvais placement, généralement. Des fois il va être bien, des fois, mais souvent quand même il est pas très bien. Il n'arrive pas bien à se placer, soit il est trop défensivement, de toute façon on l'a vu, défensivement il se faisait prendre dans son dos, mais pendant tout le match il s'est fait prendre dans son dos. Ici tu redescendais, lui tu y allais, le latéral tu montait, donc il fallait que Ferran fasse l'effort, mais Ferran n'était pas vraiment ailier, il était plus milieu, donc soit il allait au milieu, mais après il fallait qu'il redescende, tu vois, c'était pas très clair, il fallait changer quelque chose à ça. Xavi ne l'a pas fait, mauvais coaching pour le coup, et Baldé quand il monte, des fois il monte pour faire des appels de balles, sauf que soit on n'arrive pas à le trouver, parce que Araujo a fait des passes dégueulasses hier, du jeu long assez dégueulasse, soit il est trop loin aussi, il est trop loin Baldé des fois, il est beaucoup trop loin, donc il est esselé, mais il le fait lui-même, tu vois. Rapproche-toi un petit peu frère du jeu des fois, parce que c'est bien de faire l'appel dans la profondeur, ouais je suis seul, ouais mais frère t'es à 10 km aussi, et pour te trouver il faut qu'il y ait du jeu long de qualité, et si c'est pas le cas, comment on fait? Pas de solution. Ensuite on a Lionel qui dit, je continue à croire que Xavi n'est pas l'homme pour ce club. Ne penses-tu pas qu'il devrait partir? Bah tu penses que tu veux frérot, moi je suis pas de cet avis là, on en a déjà parlé 50 fois, c'est toujours pareil, à chaque fois qu'il y a une victoire, il y a des mecs qui disparaissent, qui ne commandent pas, qui ne disent rien, qui disent bon match, puis quand on perd ou quand on a un mauvais résultat, ils ressortent de leur grotte avec des grands panneaux, Xavi out, il faut sortir, Xavi, il faut dégager Busquets, ouais, tu sais les mecs ils jouent même pas, mais vas-y, c'est la propagande en fait. Dès qu'il y a un mauvais résultat du Barça, t'as la propagande qui reste, où Xavi doit partir, Garcia doit partir, Roberto, Marcos Alonso, Busquets, je crois que j'en ai pas oublié, Ferran Torres sûrement. Maintenant il y a différents trucs, ça commence à rajouter un peu dans le groupe, dans le tas, on a Ansu Fati, on a Rafinha, donc en fait t'as quasiment toute l'équipe qui doit être dégagée, comme si on allait pouvoir les vendre tous, et changer l'équipe complet, on est à FIFA. On vend 10 joueurs, on en achète 15, et là on repart sur une saison, la saison prochaine où on gagne le triplé, et on est bien. Non, je pense que Xavi, c'est l'homme de la situation, évidemment. Je pense que j'attends de voir, après vous allez me dire, ouais, on va pas attendre 50 ans, mais je pense que je veux, encore une fois, je pense que j'ai le droit d'avoir un peu ma propre opinion. Moi je pense qu'on verra quand il aura un effectif un peu plus complet. Là, cette saison, on lui a donné un effectif complet, je trouve. L'effectif était quand même assez bien fourni. Le problème, c'est que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, on va pas se mentir. Il y a des joueurs qui ont pas... Tout le monde le dit de toute façon les gars. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y en a qui veulent voir partir Xavi, mais qui te disent quand même que la moitié de l'équipe elle est bidon. Donc il y avait une raison à ça. Ok, peut-être que Xavi fait un mauvais travail. En tout cas, pas aussi bien, parce qu'il est quand même premier du championnat. Peut-être que Xavi ce qu'il fait c'est pas parfait. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais d'un autre côté, si tu veux que la moitié des joueurs ils partent, si tu veux que Marcos Alonso, Eric Garcia, Roberto, Jordi Alba, Busquets, Ferran Torres ils partent, Kessié pour certains, Rafinha, tu vois. Si tu considères que ces joueurs ils sont mauvais, est-ce que tu penses qu'un autre coach qui viendrait avec le même effectif, est-ce que tu penses qu'il ferait mieux avec les mêmes joueurs? Je sais pas, tu vois. Si tu le penses, c'est ton avis, encore une fois, je le respecte, y a pas de problème. Mais moi, c'est pas vraiment mon avis, on verra la saison prochaine si on arrive à faire venir des joueurs de qualité, mais il va falloir que Xavi, quand même, il trouve des solutions B. Pour moi, le problème de Xavi, c'est qu'il a un plan A, et on dirait qu'il n'a pas vraiment de plan B. Voilà, ça c'est... J'ai déjà parlé j'ai déjà donné mon avis là-dessus, je vais donc me répéter, mais voilà, c'est ça. Pour moi, le plus gros problème de Xavi, c'est ça. Et c'est sa gestion des joueurs, évidemment. Il aurait dû faire, en début de saison, faire un peu plus tourner, faire jouer Kessié, intégrer Pablo Torre, tout ça. Même si t'as pas confiance aux joueurs, même si tu penses que, en fait, avec eux, ça tourne pas bien, c'est pas très bon. Écoute, c'est comme ça, et c'est mieux ça que de se retrouver dans les moments importants, les moments clés de la saison, où tu te retrouves avec la moitié de l'effectif qui est blessé, et où t'as plus aucune solution, tout simplement. Voilà, je pense que je vais finir là-dessus, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc on se retrouve sûrement demain pour l'avant-match du Barça contre le Betis. D'ici là, portez-vous bien, reposez-vous bien les gars. Moi je vais essayer de me reposer, essayer de bien dormir ce soir. Donc on se retrouve demain. Ciao.